Toi, est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? Bon, des attends, podcasts, du coup, je dois y aller. L'épreuve la plus difficile, la plus douloureuse de ma vie, c'était la perte du papa. Il avait 19 ans et demi. Qui me dit, Joseph, tu passes par une période de dépression. Quand on est fils unique, en fait, les épreuves, on y fait face tout seul. C'est plus la même relation. Ouais. Ta mère, tu l'aimeras toujours, mais T'as dit que t'as eu des pensées sombres. tout est parti dans les paris sportifs. J'ai déjà dormi 1 milliard de fois avec elle. Arkham, ça m'a confirmé que du jour au lendemain, tu peux avoir une attirance pour quelqu'un qui est comme de ta famille. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Sous les apparences. Moi, c'est Paul. Moi, c'est Tanguy, et aujourd'hui, on va parler de santé mentale sans tabou. On est trop content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Ça fait trop plaisir. D'habitude, il est derrière les micros. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être présent. Joseph, comment tu vas? Ça va les gars? Ouais, grande forme. Très content d'être là. On s'est rencontrés il y a pas longtemps, on m'a bien proposé ça. Et ça se fait très rapidement, donc ravi. Trop bien, trop bien. Trop bien. Les gars, ils sont contents de m'avoir ici. Bon, mais non, mais en fait, ça fait tellement longtemps aussi qu'on regarde tout ce que tu fais et nous, on adore aussi l'énergie que t'as et on ressent en fait toute ta bienveillance et aussi, je pense que c'est lié aussi à ton histoire et on va avoir l'occasion d'en parler. Et je pense que ça, la base de ça part aussi de l'enfance et on va commencer par là. Mais plutôt que de te poser une question et que t'enchaînes, on va te poser des petites questions. Allez. Ça va être cool. Ah, vous êtes bien préparés là, j'aime bien ça. Ouais, un petit jeu Un qui... petit jeu? Vas-y. Allez, Y a quoi à gagner? Go, hein? Y a quoi à gagner? Notre amour, mec. Ah, c'est bon. il est super grand son amour. Allez, on Il a prend. beaucoup d'amour à donner. Beaucoup trop. Ouais. Alors, t'es prêt ou pas? Je suis Tu totalement dois prêt, répondre là. assez brièvement, mais tu peux un peu détailler si tu le souhaites. Allez. Dans quelle ville as-tu passé ton enfance? Paris. Tu étais plutôt introverti ou extraverti? J'étais un beau mélange des deux. T'étais plus un enfant rebelle ou qui suit les rangs? Ouais, je dirais qu'enfant, je suivais bien les rangs. Ok. Tu étais un bon élève? Ah non, pas du tout. À quel âge as-tu embrassé une fille pour la première fois? Eh ben, il y a eu un petit smack vers 14 ans, et après, le vrai bisou vers 18 ans. Ok. Quel métier rêvais-tu de faire petit? J'étais perdu, hein. Moi, j'étais perdu. Je crois que le premier métier que je voulais faire, c'était un métier de commercial. Ok. Et ensuite, quelle personne t'inspirait le plus? Et moi, à part les membres de ma famille, il y a très peu de personnes qui m'inspirent. Ok, trop bien. Et du coup, à la suite de ce petit jeu-là, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le souvenir le plus marquant que tu as eu de ton enfance? Ouais, un petit souvenir marquant, là? Ouais. De 0 à 10 ans, 0 à 15, ouais. Moi, je dirais, un souvenir marquant, ça doit être le tennis. Quand j'ai débuté le tennis, un bon souvenir, ça va? Ouais, de fou. Ouais, j'ai débuté le tennis vers 8 ans. Et ça m'a appris plein de choses sur la vie parce que ça m'a montré que peu importe l'expérience que tu as, finalement, c'est pas forcément celui qui travaille le plus, je parle pour ma part, ou le plus expérimenté qui va gagner, mais qu'il y a vraiment une part dans la vie de, ok, analyse la chose, sois malin, analyse ton adversaire, qui en l'occurrence, ça peut être la vie, l'adversaire, tu vois. La tactique. Et voilà, tactique. Et si t'es plus malin que l'autre, tu peux gagner, peu importe l'avantage que l'autre et l'expérience que l'autre a. Donc le tennis, c'est un très beau souvenir d'enfance. Et je joue encore aujourd'hui, ça fait 20 ans. Putain, mais mec, c'est quand Il on se faudrait fait une que- partie, ouais, c'est là. ça. Ok. Mais t'as le niveau ou pas? Hein Parce que moi, je suis... Moi, je suis niveau 15-5, 15-4. Normalement, je suis Toi, 15-5, j'ai arrêté à 15-5. Après, j'ai continué, mais pas en compète. Ah, let's go. Bon, on peut faire un truc, On va se faire un la truc. partie de ping-pong. Déjà, on va aussi, se faire un je me ping-pong. rappelle. Un ping-pong. Il y a déjà Ah, on peut faire un beau tennis et ping-pong. On vous mettra les résultats sur les réseaux. Ok, trop bien. Donc, suite à ce souvenir-là, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus précisément quel enfant t'étais vraiment quand t'étais Ouais. plus jeune? Moi, j'étais un gosse, plutôt beau gosse, plutôt sympathique, tu vois. Ça a pas changé. Là, ça va. Et ouais, parents séparés, du coup, moitié chez le papa, moitié chez la maman à Paris. Et j'étais un enfant, ouais, plutôt cancre à l'école. Moi, j'ai toujours été très moyen. J'ai eu le bac rattrapage grâce à un miracle. Et l'enfant qui aime sortir, qui aime voir ses potes, qui a 2-3 bons potes, on va dire. J'étais pas le mec ultra social, ultra extraverti, un peu comme aujourd'hui, là où je suis très social, on va dire. Et le gosse qui aime bien regarder la télé tout le week-end, regarder des films avec son papa, manger des petits repas avec sa maman, plus proche du délire paternel, Ouais. pour se taper des barres, et la maman chill pour manger, pour faire les devoirs, voilà. Donc le gosse tranquille, qui a pas beaucoup de potes, qui est chez lui, et qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à se balader avec son père dans la rue, et vraiment chill, quoi. Qui faisait des bêtises un peu ou pas de temps en temps? Pas trop, je suivais bien Ouais, les règles, t'étais- comme on t'étais disait, cadré. mais le petit fifou qui a plein d'idées, et qui aime bien un peu, je commençais tôt les paris sportifs à 14 ans, j'aimais bien ce délire de gagner de l'argent, l'illégalité, j'ai pas le droit de parier, je suis mineur, mais à part ça, très sage. Cet homme est millionnaire aujourd'hui. Tu peux nous raconter un peu ça parce qu'on a regardé un petit peu comme quoi tu faisais des paris sportifs et que même derrière t'en as fait un business. Eh oui.
Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté concrètement, cette épreuve, ce passage dans ta vie, ces paris sportifs? Et les paris sportifs, ça fait partie 5 ans de ma vie un peu. J'ai débuté à Paris vers 14-15 ans. Et en fait, rapidement, entre mes 15 ans et 18 ans, je suis devenu un peu addict. Et je suis passé de parier à 10 euros par jour à 500 euros par jour. Ouais. Ok. Là, 500 euros par jour, il fallait évidemment qu'il y ait de l'argent qui rentre en bénéfice, parce qu'on n'était pas riche. Et en fait, en parallèle de parier au tennis, où je connaissais tous les joueurs, j'avais monté un business sur Facebook à l'époque, où je conseillais les gens en paris sportifs. Il y avait un groupe privé, j'avais beaucoup d'abonnés, 24 000 au début, et les gens me payaient un abonnement mensuel pour que je leur donne des conseils en tennis. Et j'avais beaucoup d'argent au black qui rentrait. Et tout cet argent, je le réinvestissais, non pas pour la maman, non pas pour les vêtements ou le projet pro, mais pour reparier avec. Donc c'était une sorte d'addiction. Une belle addiction. Et sans te mentir, j'aurais pu mettre quoi? J'aurais pu mettre 20 000, 40 000 euros de côté assez rapidement. Énorme. Ouais. Tout est parti dans les paris sportifs. Je crois que j'avais mis 3 000, 4 000 balles de côté. Mais voilà, les paris sportifs, premier projet business de ma vie, première belle addiction aussi. Et ça m'a montré qu'en fait, du moment que tu es passionné par quelque chose, tu peux, si tu es malin, encore une fois, gagner de la thune avec. Mais à quel prix? Et moi, c'est un milieu où je me suis totalement détaché vers mes 20 ans. On va peut-être en parler après les épreuves que j'ai passées. Mais je me dis, non, mais Joe, tu peux pas gagner, peu importe la thune, tu peux pas gagner plein de thunes à travers le malheur et l'addiction des gens. Il y a peut-être mieux à faire. Donc petit à petit, j'ai ralenti et j'ai arrêté. Et tu penses que ce côté malin dont tu as parlé aussi au début, c'est quelque chose qui se développe ou c'est quelque chose que tu as inné en toi? Une très bonne question. Je dirais qu'il y en a, c'est jamais inné. Je dirais qu'il y en a qui le développent à l'enfance. Et je dirais qu'il y en a qui le développent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Donc moi, le tennis m'a peut-être aidé un peu à le développer, mais il y en a qui doivent être face à une difficulté, comme je l'ai été, et qui se disent, OK, j'ai peut-être pas les ressources, les forces ou l'expérience pour aller mieux rapidement ou m'en sortir. Autant être malin et trouver des petits hacks en demandant aux gens, en regardant les tutos, en réfléchissant, trouver des petits hacks pour guérir ou affronter la chose plus facilement. Donc ouais, je dirais qu'être malin, c'est vraiment un apprentissage de la vie. Et est-ce qu'il y avait un lien du coup au fait que tu disais que justement tu pouvais pas continuer à gagner de l'argent à travers les paris sportifs, etc. Est-ce que ça avait un lien avec ton hypersensibilité ou pas? Je dirais pas ça, parce que moi je me considère comme très sensible, peut-être pas hypersensible, tu vois. Mais non, je dirais que c'est les valeurs du papa et de la maman. Mon papa était infirmier, ma maman éducatrice avec les jeunes. Et c'est des milieux où il n'y a pas trop d'argent qui rentre, mais t'es vraiment là pour aider les jeunes, ou les gens en tout cas. Et je pense que c'est les valeurs qui étaient au fond de moi. Et petit à petit, quand je vois l'envers du décor et qu'il y a l'argent, mais qu'il y a tous les messages privés que je recevais, des gens qui avaient perdu 10 000, 20 000, qui avaient hypothéqué leur maison, le côté empathie est revenu. Et ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est des vraies valeurs, et on peut pas changer ces vraies valeurs qui sont ancrées en nous. Et tôt ou tard, elles m'ont fait revenir vers le droit chemin. Et on sent que ça t'anime, on sent que t'es quelqu'un qui est porté par ces valeurs. Il y a des gens, ils connaissent même pas leurs valeurs, toi tu les connais. Et tu les assumes. Est-ce que tu les as toujours connues, ces valeurs? Est-ce qu'elles t'ont toujours porté? Et c'est quoi concrètement aussi? Ça fait beaucoup de questions. Les valeurs que t'ont apporté tes parents. Ouais, comme tu as dit, les valeurs, je pense, pareil, elles sont pas innées. Tu les apprends au cours de la vie. Je pense qu'il y a les valeurs parentales. Avec le papa, c'est l'entraide, infirmier, tu vois, tout le temps écouter, l'empathie. La maman, c'est l'écoute. L'écoute, une très belle valeur. Il y a à entendre et à écouter, comme on est en train de faire en ce moment. J'espère que vous m'écoutez. C'est pas pour rien que tu fais des podcasts. Du coup, je dois y aller. Et ouais, les valeurs du partage, par exemple, c'est une valeur que j'avais pas beaucoup avant. Moi, j'ai toujours été... je sais pas, l'argent, ça a toujours été important pour moi. Gagner de l'argent, j'étais pas forcément dans le partage. Et puis, il y a 5-7 ans, par exemple, c'est les amis qui m'ont appris ce système de partage où j'ai côtoyé de très belles personnes. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans le partage, ce que j'ai pas toujours été avant. Et quand tu dis ça, justement, les amis, c'est-à-dire dans le sens où ils t'ont appris le partage? Ouais, les amis, par exemple, j'ai rencontré mes vrais amis d'aujourd'hui dans une résidence étudiante. Ok. Et c'était quoi, vers 21 ans. Ok. Et là, c'est des gens, par exemple, j'ai la moitié de mes potes, c'est des rebeux qui m'invitaient pendant le ramadan et qui me disaient non, mais tu ramènes rien de jour. On te fait à manger, on nanana. Ou le fait de toujours ramener à manger pendant un apéro avec des potes, le fait de prêter de l'argent sans raison, et ou le fait d'aider professionnellement quelqu'un qui te demande un conseil. Tu dis, bah ok, ouais, j'ai tel conseil à te donner, ou viens boire un café, je t'aide gratuitement, mon frérot. Et ouais, le sens de pas partager quand la personne en a besoin, forcément, mais de se dire, ok, je peux aider quelqu'un, peu importe la manière. Ça va rien m'apporter, à part un peu de reconnaissance, mais je le fais parce que j'aurais bien aimé qu'on m'aide à ce moment-là. Donc je pense que c'est les amis qui m'ont appris cette belle valeur de partage et que ça vient principalement des amis et de la famille.
Et t'as les amis, la famille, tu parlais de tes parents. Est-ce que t'es fils unique? Et ouais, j'aurais Ouais. kiffé avoir des sœurs. et Ouais, tout, t'aurais et- kiffé. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que moi, je suis fils unique aussi. Ah ouais. Et je sais que, j'ai vécu comme fils unique et mon père a refait sa vie, j'ai un demi-frère, demi-sœur. Et je sais que le fait d'être fils unique, ça m'a énormément apporté sur l'autonomie ou autre. Toi, concrètement, ça t'a apporté quoi d'être fils unique? Ah, toi, t'es pas fils unique. Vous allez m'apprendre des choses. Voilà, là-dessus. Moi, tu vois. moi, j'ai une grande sœur. Moi, ça y est, je suis spectateur. Bah, fils unique, on dit qu'il y a pas mal d'avantages, tu vois. T'as beaucoup d'amour de tes parents, t'as de l'autonomie, tu deviens plus vite fort et grand, peut-être. Mais pour moi, il y a pas mal d'inconvénients aussi. Cette solitude, quand les parents travaillent et t'es seul, quand t'affrontes une épreuve familiale ou peu importe, t'es seul. Et t'as pas ce côté mentor que peuvent donner les grands frères ou les grandes sœurs. Et du coup, quand il y a un problème, bah, tu dois affronter la chose tout seul. Tu peux pas forcément communiquer de tout avec tes parents, on le sait bien. Et donc moi, j'ai vu longtemps le côté fils unique comme une faiblesse. De me dire, bon, bah, je suis seul avec mon papa, ma maman. Et finalement, t'en fais rapidement une force. Tu vas me dire si t'es d'accord, mais Ah, moi, je suis Ah oui. 100% ça d'accord. fait un caractère Ouais, que t'auras jamais. Non, mais je pense justement, pour rebondir, c'est que je pense que ça se voit plus sur le long terme, du coup. Et du coup, il y a Ouais. peut-être le facteur résilience qui doit être encore plus puissant, le fait s'être construit seul. Peut-être, hein, je sais pas, mais. Alors que d'un côté, tu vois, moi avec ma sœur, je sais que je lui partage tout. Après, attention, il y a des frères et sœurs aussi qui s'entendent très très mal entre eux et c'est une catastrophe. Ça crée limite plus de conflits qu'autre chose. Mais moi avec ma sœur, c'est très très fusionnel. Mais comme tu le dis si bien, au moins on peut compter l'un sur l'autre s'il y a un problème. C'est ça. Après, j'ai de la chance pour l'instant, on croise les doigts, mais pour l'instant, il n'y a aucun problème dans ma famille ni rien. Mais on sait que sur des épreuves plus ou moins dures, elle est là pour moi et je suis là pour elle. Tu vois. Ah, c'est beau. On dit d'ailleurs, alors c'est pas un hors sujet, mais ceux qui ont des sœurs, peut-être croient beaucoup en l'amitié fille-garçon parce qu'ils sont habitués à voir justement Ah, une. mais totalement. Ah oui. Ah, mais moi, mais. Alors qu'on n'a Le- pas de sœur, des fois, on le- dit, mais c'est- attends, mais le nombre de potes filles que j'ai, mais vraiment, mais sans Ça fonctionne aucune. trop bien ta théorie. Ouais, et des mecs qui parlent. Et là où tu peux dormir avec elle, ça. Et là, c'est un autre sujet. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais sans aucune. Non, mais oui, mais- Tu pourras demander à mes meilleurs potes filles. J'ai déjà dormi 1 milliard de fois avec elles. C'est jamais rien passé. Et on s'entend trop Et bien. si elle tu vois. tentait quelque chose, t'aurais bien évidemment recal Ah, la recal personne. de ouf. Parce que pour moi. Ah non, non, mais c'est vrai. Hein. Non. Pour moi, ah non. I can't. D'ailleurs, comment on dit I can't. Non, bon, vraiment, justement, parce que c'est ses meilleurs potes filles. Et je les prenne justement exactement comme ma sœur, tu vois. Ok. Et Voilà. du coup, directement, si elles font une avance, enfin voilà. Bah oui, il j'ai y a pas envie une d'être comparaison victime. du sexe féminin et tout qui se fait automatiquement. C'est ça. mais nous, on n'a Donc, pas ça. j'ai pas, limite, j'ai pas envie d'entrer dans le bail d'inceste, tu vois. Non, mais tu vois. Et du coup, ouais, non, il y a ce. Je comprends pas ça. Toi, est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? Ouais, grave. Toi aussi À fond, ouais. À fond. Pas toi? Hein, si, ouais. Toi, t'as l'opposé de ça? J'y crois à moitié. Plus je grandis, plus j'y crois à moitié. Et je me dis, une amitié fille-garçon est possible quand il y a un lien comme ça qui se crée au long terme, ou quand vraiment les deux on se trouve pas du tout attirants physiquement. Et encore, tu vois. Mais j'ai du mal avec le terme. On peut être potes, mais une belle amitié fille-garçon, c'est délicat. Tu penses que d'un côté ou comme de l'autre, il peut y avoir un petit côté Bien sûr, attirance? C'est vrai, j'en ai parlé avec des psychologues, j'en ai parlé avec plein de gens. On est fait pour ça de base, tu vois, pour se reproduire et pour avoir une attirance. Et ma cousine, Lucia, si tu nous regardes, était en coloc avec son meilleur pote pendant 8 ans à Paris. Donc il faisait caca devant elle, il était son pote d'enfance, hein, comme Mhm. son frère. Aujourd'hui, elle est mariée avec lui depuis 1 an. Ah oui. Et Ouais, c'est fou. Ça s'est révélé. ça avec s'est le révélé temps, après. hein. Et moi, ça m'a confirmé, tout le monde, c'est du cas par cas, mais ça m'a confirmé que du jour au lendemain, tu peux avoir une attirance pour quelqu'un qui est comme de ta famille. Bon, pas de la famille Ah ouais, pure, d'accord. hein, mais- Quand t'as dit ma cousine, je me suis dit, oula. Ouais. Mais voilà, donc c'est un débat sans fin, mais c'est bien d'avoir votre avis. Ouais, non, mais c'est Trop intéressant. bien. Et tu disais comme quoi, quand on est fils unique, en fait, les épreuves, on y fait face tout seul. Toi, c'était quoi les preuves la plus difficile de ta vie? Bah ouais, vous la connaissez, j'en parle ou on en parle. L'épreuve la plus difficile, la plus douloureuse de ma vie, c'était la perte du papa, à 18 ans. Et en fait, qui a mené vers la deuxième épreuve qui est comparable, hein, vers la dépression. Parce que, si vous voulez que je développe, Avec plaisir. il y a eu la perte du papa à 18 ans, parents séparés, ma tata m'appelle et me dit, brutalement, totalement imprévu, ton papa a fait une crise cardiaque. Et donc je vois le papa à l'hôpital, il est entre la vie et la mort, on décide 48 heures après de le débrancher. Et suite à ça, je me dis, moi, je vais continuer ma vie, je vais être fort pour ma mère. Et en fait, je me doutais pas que le deuil, c'est plein d'étapes différentes. Et t'as la première étape qui est le choc, tu penses que tu vas tenir, t'es sous adrénaline, sous plein d'hormones. Et finalement, la fatigue vient,
les problèmes de sommeil, l'énergie qui diminue. Et j'étais aussi stock que vous deux à l'époque. J'étais bien baraque. T'es convoité encore. Je suis encore baraque. Et pour de vrai, ça faisait 1 an que j'allais à la salle. Dites-vous, j'avais 8 kilos de muscles en plus. Et petit à petit, je vois que l'énergie, elle est plus au top. Je vois que mes nuits, elles sont de plus en plus courtes. Je vois que mon appétit varie. Des fois, je mange beaucoup, des fois, je mange pas du tout. J'avais une copine à l'époque. Et je vois que pareil, pour en parler, la libido, j'ai plus beaucoup d'attirance envers ma copine. Et je vois mois après mois, finalement, que tous les intérêts que j'avais pour des petits plaisirs au quotidien, voir mes potes, manger un bon McDo, aller jouer au tennis, bah, je les perds petit à petit. Et je vais voir mon médecin généraliste qui me conseille d'aller voir un psy. Et le psy qui utilise pour la première fois ce mot très dur, qui est violent, moi je trouve ce mot quand t'es jeune, j'avais 19 ans et demi, qui me dit Joseph, tu passes par une période de dépression. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Et ça en est venu à l'épreuve c'est une double épreuve en fait, la mort du papa et la dépression. Parce qu'on peut perdre quelqu'un sans forcément passer par une case de dépression, bien évidemment. Mais voilà, c'est l'épreuve la plus délicate de ma vie, qui encore aujourd'hui fait que je suis devant vous aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ouais, c'est cette épreuve, la perte du papa. Et qu'est-ce qui, selon toi, a créé justement, alors tu vas me dire c'est logique, bien évidemment, d'un deuil jusqu'à la dépression, mais qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment créé le déclic justement entre le fait que tu vives un deuil et que derrière, tu tombes du coup en dépression? Ouais, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'ai ma réponse à moi. Je pense que tu vois des médecins, des psychiatres, il y a plein de réponses possibles, tu vois. C'est que tu perds quelqu'un et il y a les étapes du deuil. On dit que dans la plupart du cas, il peut y avoir une période dépressive. C'est pas une dépression, c'est un épisode dépressif qui peut être comparable à une dépression, tu vois. Et moi, je pense que j'ai tellement voulu faire le mec fort, le mec qui pleure pas pour sa maman, pour sa famille, pour les potes, qu'en fait, j'ai tellement refoulé toutes mes émotions qu'à un moment, il y a eu cette dépression physique d'abord, où le corps a dit stop. J'ai tenu, c'était pas une dépression globale, c'était le corps qui disait stop, plus d'énergie. De quelle manière? La muscu, je suis levé, je me rappelle, 90 kilos développé couché. Ouais. Tu vois, j'étais on va trouver des photos, t'inquiète. Photoshop. Là, j'étais vraiment en très bonne forme physique, boxe taille, tennis, muscu, et que tu vois que jour après jour, tu soulèves plus rien au développé couché, t'as plus de force. Les coachs, ils disent ouais, prends du sucre, mais t'as plus rien. Tu te dis mais le physique, il y a un problème. Et quand tu vois que les nuits étaient plus courtes, mais je dormais quand même 4-5 heures par nuit, tu vois, et que t'as l'impression d'être, pour la comparaison, en gueule de bois tous les jours, t'as mal à la tête, t'es fatigué, t'as des cernes, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Là tu te dis ouais, il y a cette dépression physique, où ton corps, même si toi tu veux tenir, ton corps il t'envoie un message, il te dit hey, mon gars, t'es en train de vivre une épreuve douloureuse, ça fait partie de la vie de dire oh, cette épreuve douloureuse, ton esprit et ton corps a besoin de pause pour le surmonter, donc si toi tu veux pas le faire, nous on va te l'imposer. Donc mon corps était en train de me dire ouais Joe, ralentis, prends du temps pour toi, tu peux pas avoir le même rythme de vie qu'avant la mort de ton papa. Donc ça a débuté par là, par la perte d'énergie. Et ça a changé ou pas, du coup, ta relation avec ta maman? Du coup, il y a eu quelque chose en plus, quelque chose en moins? Comment ça s'est passé un peu avec ta mère? La mère, c'est délicat parce que, bon, même si t'es séparé, ma mère est très attachée au papa. Et en fait, quand mon papa est parti, ma mère, comme moi, a pris beaucoup sur elle. Beaucoup sur elle et même un peu trop sur elle. Et elle était éducatrice spécialisée avec les jeunes, métier très stressant. Et en fait, juste quelques mois après la mort de mon père, ma mère, elle a fait un burn-out. Donc voilà, trop de stress, énorme fatigue, gros coup moral qui arrive. Et elle a eu ce qu'on appelle, même période que le burn-out, une double hernie discale, donc un gros problème au dos. Et donc ma mère s'est fait opérer. Pendant une semaine, elle est restée comme ça, sur le lit d'hôpital, avec des trucs dans le dos. Et en fait, ma mère, ça a été... elle voulait faire comme moi, elle voulait tout garder pour elle. Dire, ok, je suis forte. Et donc ma mère est restée pas mal de temps à l'hôpital. Et on va dire que ça n'a plus jamais été la même parce que déjà que c'était une maman poule, ça a comme créé chez elle une peur de perdre son fils. Et moi, je dirais que ça, malheureusement, ça a détérioré notre relation dans le sens où vivre avec une mère qui t'aime, qui est très poule, tout le monde, tu vois, il y en a beaucoup, c'est normal. Mais une mère qui a peur de perdre son fils et qui en a une peur, une vraie peur de perdre l'autre. Qui te surprotège, du qui coup, surprotège. voire même trop. Ouais. Malheureusement, c'est une source de stress et c'est plus la même relation. Ouais. Ta mère, tu l'aimeras toujours, mais ça apporte quelque chose que tu n'aimerais pas que ça apporte, quoi. C'est-à-dire, de quelle manière, en fait, toi, tu le vivais, de quelle manière tu le recevais, ça? Ce côté très surprotection de ta mère? En fait, tu absorbes un peu l'angoisse de ta mère, ou même aujourd'hui, là, j'ai 29 ans. À 29 ans, on devrait quand même prendre son fils pour un grand. Elle, ce que je fais, malheureusement, elle me motive pas. Elle veut toujours ma sécurité, le CDI, l'argent, la femme, la maison.
Peut-être pas la femme, elle est un peu. Elle peut garder. Ça m'arrive à vrai. Qui reste seul. J'en ai plus la femme, voilà. C'est le mien. Mais encore aujourd'hui, elle va m'appeler pour me mettre est-ce que t'as bien mis ton bonnet? Est-ce que t'as bien mis ton gant? Tu achètes pas de trottinette électrique, elle sait pas que je suis un trotte là. Tu te protèges contre réception avec les filles. Si je viens chez elle, si j'avais pas déjeuné le matin, je venais la voir des fois le matin et tout, elle me laissait pas sortir tant que j'avais pas mangé une banane. Et en fait, ça, cumulé sur des années, avec plein de textos, des pavés pour voir si j'ai bien mis mon bonnet, pour me dire non mais fais pas ce projet pro, il y a trop de choses, c'est étouffant. C'est une charge mentale de zinzin. Voilà, malheureusement c'est une charge mentale et ta mère tu peux la remettre en place mais pas l'embrouiller, donc J'ai un ami qui est plus trop mon pote aujourd'hui, mais qui justement, sa mère avait eu un gros drame quand elle était plus jeune. Par rapport à son frère, etc. Enfin bref, je me sens pas trop apte à en parler parce que c'est quand même la vie de quelqu'un, mais et justement, elle agissait auprès de son fils, donc du coup mon pote, mais un peu comme du même style. Surprotection, mais c'était des calls 10 à 15 fois par jour. Ah ouais, C'était affolant. Ah oui, là c'est. En fait, à chaque fois qu'on faisait du tennis ensemble, etc., à chaque fois qu'on allait au tennis, on pouvait pas faire 1 heure de tennis tranquille. Il y avait 3 appels, et du coup, lui, en plus, il était très souvent sur son téléphone, bam, 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 tout le temps, Tout le H24. temps, l'appeler, c'est Tout le un- temps, tout le temps, tout le temps. Elle voyait pas de psy ou de thérapeute pour en parler, tu vois. J'en ai aucune idée parce que Sure. j'étais pas plus proche que ça de sa mère. Je sais que juste elle était, enfin c'est triste à voir en fait. Elle était surtout très affectée par tout ça et tu voyais qu'il y avait un problème, mais elle agissait pas forcément pour. Tu vois. Bah oui, les parents qui sont censés nous surélever, des fois ça devient une charge mentale, hein, mais bon, ça fait partie de la vie, il faut faire Est-ce que avec. tu Ouais. penses que c'est ça qui t'a donné cette envie d'entreprendre et de faire plein de choses et de voyager et en fait ce côté un peu libérateur Par rapport à la mère, le père, les par deux. rapport à la mer? Ouais, la mère, c'est elle qui m'a quand même. C'était le tremplin, cette mère trop maman poule, dans le sens où j'ai quitté l'appartement vers 22-23 ans. Et alors que j'avais un bête d'appartement à Paris, 100 mètres carrés, Canal Saint-Martin, j'étais bien. Mais je préférais prendre mes 800 € d'alternance et prendre mon petit appart pourri à Paris parce que je pouvais plus vivre avec elle, même si je l'aimais fort. Hein. Donc ouais, ça m'a apporté quand même cette indépendance de me dire hey, t'es fils unique, il n'y a plus ton papa pour t'aider, ni mentalement ni financièrement, ta mère non plus malheureusement. Barre-toi de l'appart. Et donc là ouais, j'ai développé mes ailes quoi. Ouais, donc la mère ça m'a bien aidé. Je pense que tout arrive pour une raison. Et voilà. Non mais, attends, mais là j'adore cette phrase. C'est mon mantra, je fais que le répéter. Et c'est en train de devenir le mien aussi parce que je suis archi Tout- d'accord avec on toi. va le mettre sur la chaîne. Tout arrive pour une raison. Ouais, c'est vrai. Mais non, et je trouve que c'est un mindset. Tu dois être quelqu'un de très positif parce que c'est un mindset justement qui évoque de la positivité et ça te pousse à te dire ok, ben qu'est-ce que je peux apprendre de cette épreuve et à continuellement en fait t'améliorer, mais sans que ça devienne malsain, mais continuellement t'améliorer. C'est ça, c'est pas vivre dans le déni. Moi, je pensais qu'au début, tout voir positivement, c'était être dans le déni. Mais non, c'est se dire, ouais, en fait, il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui vont trop analyser la chose, de dire, ah, ce malheur, il m'a apporté telle faiblesse, tel inconvénient. Et ceux comme nous qui vont tout relativiser et se dire, bah ouais, ok, il y a cette merde qui est arrivée, ça m'a provoqué tel symptôme, telle conséquence. Maintenant, c'est quoi les points positifs? Il y en a forcément. Et ouais, que demain, tu perdes de l'argent, que tu perdes un proche, que tu perds ton travail, il y a 1000 points positifs derrière. Et si tu te poses avec des gens comme nous, des beaux gosses qui... Ok, let's go. Qui pousse 90 kilos. Voilà, ça... On m'a dit, j'ai peut-être un peu abusé. Mais voilà, on peut toujours voir le beau côté de la chose et tout arrive pour une raison. Il y a un côté que tu as dit par rapport à la liberté, c'est vraiment générationnel de fou. Hein, parce que quand tu regardes la génération X, justement, il y a ce côté CDI non-stop, sans non plus globaliser, parce qu'il y a des profils qui sont différents. Mais nous trois, on cherche non-stop cet esprit de liberté tout le temps, que ce soit à travers notre côté pro, perso, tout ce que tu veux. Pareil pour tous mes potes, je pense. Et je pense que pareil pour une grande majorité de vos potes. Mais tandis que mes parents, etc., la génération X, quoi, finalement, il y a toujours cette notion de liberté qui est encore pas trop, finalement, imprégnée, où c'est beaucoup plus la stabilité, alors que finalement, la stabilité et la liberté ne sont pas incompatibles. Enfin, c'est compatible, tu vois. Donc, il y a ce mood-là un peu, je trouve. Moi, que tu parles de la liberté, parce qu'on en parlait avec un pote, c'était l'autre jour, et qu'aujourd'hui, Station F, par exemple, qui est un lieu d'entrepreneurs à Paris, ils ont tous débuté l'entrepreneuriat pour être libres. Au final, ils se rendent compte, ils travaillent des 80 heures par semaine, ils n'ont aucune liberté, ni financière, ni famille, ni rien. Alors que j'ai des potes à moi, ils sont en CDI, ils travaillent 20 heures par semaine, ils touchent 4000 balles par mois. Ils n'ont jamais autant kiffé leur vie et voyagé. Quoi, la liberté, ça sera un beau sujet prochainement. Ouais, Faut qu'on en parle. Je pense que c'est hyper subjectif. Par exemple, moi, quand j'étais dans mon CDI avant, je me suis jamais senti autant emprisonné
Alors que j'étais un CDI bien payé sur Paris. En réalité, je travaillais peu par rapport au salaire que j'avais. Et sur le papier, j'étais vraiment libre. Aujourd'hui, avec le média, toutes les activités, je travaille 2 fois plus, mais je me suis jamais senti aussi libre parce que tu as ce truc de ok, tu fais quelque chose que t'aimes. Faut pas non plus que ça devienne malsain au point de détériorer la santé, donc faut continuer à faire du sport, tout ça. Mais je pense que c'est hyper subjectif. Cette partie liberté. Ouais. C'est ça, la liberté, c'est là, c'est pas le temps que tu passes finalement, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais, est-ce que tu as la liberté de l'arrêter, de le commencer. On voit, vous kiffez. Ouais, non, mais je pense que ça se globalise pas en fait finalement. Comme vous le dites, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont se sentir plus ou moins libres par rapport à tel ou tel intérêt, tu vois. Je pense que c'est vraiment surtout ce mood-là. Donc bon. Et on parlait des apprentissages. Si on revient un peu en arrière, qu'est-ce que tu retiens justement de ton père? De la période de mon père ou de mon père en général? De ton père. Ah, belle question ça. Vous voulez que je cale, hein? Ah, vous voulez faire des vues sur le monde? Je vais pleurer pour des vues. Pleure. Le papa, je retiens, il est parti un peu trop tôt, bien sûr. Et ce côté empathique, le papa infirmier, le papa où je le ressemble beaucoup, on me le dit. C'est marrant parce que même si t'apprends pas à connaître quelqu'un dans le domaine amoureux, apparemment dans le domaine amoureux, je suis comme lui. Dans le domaine professionnel, pareil. Il est infirmier et il aurait pu faire plein de choses, mais il voulait un métier où il impacte les gens, où il est à l'écoute des personnes. Et je retiens de lui une personne incroyable qui m'a beaucoup appris, même en seulement 18 ans. Et une personne, c'est drôle, qui continue l'apprentissage par rapport à ce que j'entends de lui, même une fois qu'il est parti. Et donc, le papa, je préfère avoir un papa qui m'a appris des belles choses pendant 18 ans que pendant 50 ans et qui m'a rien appris. Donc, Et même si on va en parler après, mais je crois, à part si je me trompe, mais que c'est la dépression qui t'a fait lancer un média sur la santé mentale derrière. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a aussi un lien avec justement le fait que ton papa soit infirmier, qu'il y avait aussi peut-être indirectement mais inconsciemment avant cette envie peut-être d'agir pour la santé des gens? En tout cas, moi je sais que c'est mon cas. Ma mère est pharmacien et je sais qu'il y a alors il y a eu toutes les épreuves qui ont fait que j'ai voulu me lancer avec Paul pour un média sur la santé mentale. Mais plus j'y pense, plus je me dis que en fait, c'était prévu, entre guillemets, tu vois. Il y avait un truc. Et des fois, je me dis ça. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'il y avait indirectement un peu ce truc en toi, peut-être, inconscient? Oui, et comme toi pour ta famille, carrément. Mon papa était infirmier. Et d'ailleurs, après sa mort et pendant l'école de commerce, j'ai arrêté l'école de commerce pour faire une prépa infirmier. Et c'est qu'en plein milieu de la prépa que je me suis dit, pourquoi je fais ça? Moi, je suis un fou. Et évidemment, les parents des métiers, ça t'impacte beaucoup. Pas forcément tout le monde, mais moi, pour mon cas, au niveau des valeurs, comme on en parlait ce matin, c'était sûr que j'allais aller, non pas vers le métier de mes parents, mais vers un métier qui a les mêmes valeurs. Donc c'est, bien sûr. Et avant qu'on parle du coup de ton média, du coup, combien de temps a duré ta dépression? Ça a duré globalement entre 3 et 4 ans. Parce qu'il y a pareil. C'est long. C'est long, très, très c'est long. long. T'as tout type de dépression. On parle quand même de plusieurs mois, une dépression, ça peut pas être un mois ou deux. Moi, je pars du principe où je suis sorti de la dépression. Évidemment, tu prends peut-être plus que 3-4 ans à sortir totalement, mais je suis sorti de la dépression au moment où je reprenais le plaisir à vivre. J'arrivais à en parler librement, que ça soit au niveau de la copine, des copains, du sport. Je reprenais tous les petits plaisirs quotidiens. Et en fait, j'étais plus dans la survie, j'étais dans la vie, quoi. Je vivais. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ça a pris le temps qu'il fallait. Ça a demandé plus qu'une séance chez le psy. Mais je suis sorti de la dépression. Et comment tu l'as traité ça? Enfin, en 3-4 ans, donc tu as vu un psy, tu as vu d'autres personnes, comment tu as soigné cette dépression? Là là, pour la dépression, j'ai vu psychologue, j'en ai vu 3, psychiatre, j'en ai vu 2, médecin généraliste, acupuncteur, j'en ai vu 2, hypnose, je recommande l'hypnose, ça marche vachement bien. Un guérisseur, j'ai vu un guérisseur, marabout en banlieue parisienne, je claquais ma thune pour rien. Et finalement, ce qui m'a beaucoup aidé, et que j'adore en parler, c'est un groupe de parole, où on est comme là, on est 8 autour d'une table, que des jeunes de 20 à 30 ans. Et on parle chacun du deuil. Donc tout le monde avait perdu une personne, un grand-père, un parent, une petite copine. Pas de chien, pas de chat. On parlait et finalement, c'est le groupe de parole et parler entre jeunes d'un problème qu'on avait en commun qui m'a beaucoup aidé. Et avec le recul, je dirais que c'est l'association de toute la parole chez le psy, chez le psychiatre, avec le médecin, avec les potes et avec des inconnus dans le groupe de parole qui en fait te font réouvrir un peu la cicatrice au début, mais ça fait qu'elle se referme 10 fois plus rapidement que si tu restais dans ton coin.
Et dans ces personnes-là, est-ce qu'il y avait des gens du coup qui avaient réussi à faire leur deuil, un peu comme un groupe finalement de père et danse, où c'était vraiment tout le monde en même temps, entre guillemets, avait été encore au plus bas? Ouais, je dirais qu'il y avait quand même différents stades du deuil. Ouais. Il y avait personne qui était totalement guéri. Tu venais quand même parce que tu étais en douleur. Il y avait un psychologue bénévole à côté pour justement encadrer le truc. Hein. Mais personne n'avait totalement guéri. Et c'est ça qui était bon. De se dire, oh, personne n'a guéri, mais on est tous là, on veut guérir. On se bouge les fesses à Paris, devant des gens qu'on connaît pas pour guérir. Et Ce collectif un peu. ouais, c'est collectif. Et comment Ouais, tu l'as c'est- connu, ça? Ma mère qui m'a obligé. Mm. Elle a dit, comment ça, le psychologue, ça marche pas? Là, je t'ai trouvé un groupe de parole. En plus, c'est gratuit, t'as rien à perdre. Et donc, au début, j'étais pas content d'y aller. Elle a d'être ça. Ouais, elle a d'être ça. Hein. Ouais, Voilà, ma mère, on peut le voir. là-dessus, elle a Maman d'être poule, ça. c'est utile quand même. Et ouais, groupe totalement gratuit à Paris qui s'appelle Empreinte. Donc, je recommande à n'importe quel jeune de tester. C'est mieux que les alcooliques anonymes. Ouais, bah, et Trop bien. non, mais c'est un groupe très bienveillant, très sympa. Je te propose qu'on fasse un petit jeu. Si Polo, tu veux un autre petit jeu. Il y a un autre truc à lié- gagner que ton lié- amour. Bah, le mien. Ah, bah, Lié justement à ta dépression. Donc je vais laisser Paul. On a évoqué pas mal de choses. Là, en fait, ça va être un format vrai-faux, où en fait, je vais te poser des questions et tu réponds par vrai. ah, je suis trop Ou chaud. par faux. On va gagner, on va gagner. On est parti. Tu n'arrivais pas à dormir. Vrai. Tu pleurais tous les soirs. Non. Tu as eu des pensées sombres. Ah oui. Tu avais de la libido. Ah, faux. Tu faisais du sport. Ah, plus après, non. Tu te sentais nul. Oui. Et tes amis étaient là pour toi. Non, parce que j'en parlais pas. Ok. Mais ils l'ont pas capté. Enfin, Non. le fait que tu sortais moins, etc. Ils ont pas commencé à te poser des questions sur le fait que. Non, dis-toi, même mes amis proches, Ouais. ou proches, alors j'avais des potes, j'avais pas vraiment d'amis comme aujourd'hui, ont pris peut-être 4 semaines, 5 semaines à l'apprendre, parce que je continuais ma vie sans dire que mon père était mort. Il n'y avait pas encore cette période de dépression, il y avait ce choc, donc j'avais encore de l'énergie. C'était pendant l'épreuve du bac, et c'est certain, pendant le bac ou après le bac, mais ton père, il est mort? Tu m'as pas dit. C'était incapable de le dire, parce que de le dire, c'était l'accepter. Et donc, ouais, donc les amis, ils pouvaient pas être là parce que j'en parlais pas. Mais une fois que, voilà, des mois et des mois après, ils étaient quand même là, une fois qu'ils voyaient que j'allais mal. Et de quelle manière ils étaient là pour toi? Il y a un pote, Nathan, à l'époque, qui est juste un simple mot, tu vois, des fois des simples mots, parce que tu peux pas trop aider pendant le deuil, t'aides à ta manière. Il m'a dit, Joseph, c'est quand l'enterrement? Je fais, pourquoi? Parce que je veux être là. Et rien que ça, tu vois, il sait pas comment beau. aider, mais je veux être là, c'est trop beau. Et après, il y en a, c'était à travers une proposition d'activité, à travers un coup de fil, ou à travers la plus belle phrase au monde qui est, ouais, si tu veux m'appeler pour en parler, je suis là, frérot. Parce que ouais, t'es pas obligé d'accepter l'aide, tu vois, c'est dur d'accepter de l'aide au début. L'écoute surtout. Voilà. Et être présent, comme tu as dit. Se sentir entouré, sentir que quelqu'un est présent pour toi, ouais. C'est le plus beau médicament. Et t'as dit que t'as eu des pensées sombres. Justement, j'allais introduire Ah cette ouais. question en disant, je pense qu'avec Paul, on a une petite question. Ah, vous êtes bien complémentaires. Ça se matérialisait de quelle manière? Ouais. Ben, déjà pour te décrire précisément, tu vois, ça devait faire peut-être 1 an. 1 an vraiment que ça allait plus. Que j'avais essayé le psychologue, j'avais essayé un psychiatre. Je vivais encore chez ma mère. Et on m'avait proposé les antidépresseurs et anxiolytiques. Bon, vraiment, calmer un peu ce mal-être. J'avais dit non. Pas de médicaments, ça va aller. Psychologue, j'avais fait 1 ou 2 fois, j'avais arrêté. Et je me rappelle très bien, ma mère, elle habite au 5e étage. Et ça fait des jours et des jours, des semaines et des semaines que le sommeil, ça va plus. Les pensées, ça va plus. J'avais une petite copine, je voulais même pas la voir. Et malgré les potes, malgré la petite copine, malgré l'alternance, en alternance, j'avais un cadre de vie quand même, malgré la mère qui m'aime, mais je me sentais vraiment seul. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'est que la douleur s'arrête. Et là, les pensées sombres commençaient à arriver. Et en fait, ça m'a montré que même quand t'es entouré, même qu'il y a plein de solutions qui s'ouvrent à toi, tu penses pas vraiment à comment tu vas aller mieux. Tu dis juste, je veux trouver la manière la plus rapide pour que ça aille mieux. Et la manière la plus rapide pour que ça aille mieux, des fois, dans ta tête, ce qui est totalement faux, hein, mais c'est la mort. Et je me rappelle habiter au 5e étage. C'est la seule fois. Hein. Je veux pas dire j'ai eu des envies de suicide régulièrement. Non, j'en ai eu qu'une. Et j'étais au 5e étage sur la terrasse. Et je regarde le vide pendant genre 15 secondes. Je me dis, ouais, si je saute, c'est bénef. J'ai plus de douleur. Ça va durer quoi? Ça va durer 5 secondes. Je suis en bas. Je meurs. Et genre, je sais pas, j'ai eu un arrêt sur image comme ça. Je dis, oh, je suis un ouf, moi. Oh, yeah. Et après, tu repenses à tout ce qu'il y a derrière. La famille, les amis, toute ta vie qui t'attend. Et je pense, c'est peut-être le malheur de la maman que j'ai anticipé et qui m'a dit, mais je ne repense plus jamais à ça. Mais cette sensation, moi, je la trouve grave utile dans ma vie, en tout cas, pour mieux comprendre les gens, de se dire, elle est incontrôlable. Des fois, tu vas tellement mal qu'en fait, tu veux juste aller mieux.
Et si la mort, ça peut t'aider à aller mieux, mais pourquoi pas quand vraiment t'es dans le mal-être. Et cette pensée, elle est horrible. Je veux que personne l'ait, tu vois. Mais ouais, elle est arrivée au moment où j'y avais jamais pensé, même pas une seule fois. Elle est arrivée d'un coup. Bah, on a un point commun, parce que C'est du coup, ça. on parlait dans l'épisode, d'ailleurs, allez voir l'épisode 0 de ce podcast. Et finissez quand même celui-ci. sur nos parce que, histoires, mais finissez ici. Mais ouais, justement, je disais exactement comme toi. Moi, j'ai déjà eu des pensées sombres de mon harcèlement scolaire. Et je disais comme quoi, ce qui m'avait poussé à ne pas le faire, justement, c'était la famille. Le fait de les réactions de ma mère, de mon père. Enfin, pourquoi, si je faisais ça, toute la culpabilité que j'aurais pu donner et tout le mal que j'aurais pu donner à mes parents, Bah ouais. alors que finalement, donc j'ai fait wow, même Mais réaction que toi. Je fais, Tu vois, l'empathie, heureusement qu'on Ouais. est quand même empathique. C'est ça, ou quoi. de fou. Sinon, on se suiciderait à la. C'est bon, on perd le dos, je me suicide. Ouais. Mais ouais. Et justement, et dans ce côté empathique, j'ai un peu ce même ressenti-là dans la vie de tous les jours. Il y a ce côté un peu plus qui nous aide et c'est peut-être du coup lié aussi à ça, tu vois. Bien Le sûr. fait de surtout pas sauter, quoi. Finalement, ça aurait été la plus grosse connerie au monde, tu vois. Et quand est-ce que toi, tes pensées très sombres, elles sont arrêtées du coup? Comment? Moi, c'est comme toi, une fois, Une fois. et dû à un moment, une grosse période de harcèlement scolaire dans la journée. C'était le soir, et comme je disais à Paul, j'avais en plus de ça reçu, c'était tout bête, hein, mais une mauvaise note ce jour-là. Et donc ça avait amené toutes les pensées de chez moi. Et du coup, en fait, un jour, du coup, le soir même, je suis allé donc près de ma fenêtre, parce qu'il y a une espèce de préau. Ouais. J'ai voulu le faire, mais du coup, j'ai eu ces pensées qui Bah m'ont ouais. ramené un peu, entre guillemets, la réalité. Et je l'ai pas fait, mais... Le cerveau, Ouais. il est passionnant. Ah ouais, cerveau, c'est là où tu vois, c'est ça, très très fan d'ailleurs des neuropsychologues qui, ça doit être complètement fou. Ça doit, ouais, c'est trop complexe. Hein. Mais ouais, et du coup, juste pour revenir sur ta dépression, j'aimerais bien qu'on amène plus un sujet global qui n'était pas du tout prévu à la trame. L'amitié fille-garçon. On y revient. Non, c'est ce côté, je sais pas si, enfin c'est sûr que si, mais dans le sens où beaucoup aujourd'hui parlent de dépression et déprime, et moi j'en croise quasiment tout le temps, qui disent ouais je suis en dépression, donc ça devient limite maintenant quelque chose de complètement stigmatisé. Ouais. Vous pensez quoi un peu de justement le fait d'essayer de faire plus porter le message de dépression égale pas du tout déprime, et comment on peut passer au-dessus de ça, tu vois? Bien sûr. Est-ce que tu veux... À toi l'honneur. Bah, clairement, pour pas passer par 1000 chemins, cette question, elle est très importante, tu vois. Déprime, c'est une émotion négative que t'as une fois, 2 fois, 10 fois dans la journée. Il y a un truc qui te prend la tête, t'es déprimé. Il y a ta meuf tu peux t'embrouiller avec elle, t'es déprimé. Au taf, il y a une dure période, tu peux être déprimé plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La dépression, ça n'a rien à voir. La déprime, il se passe des choses dans la tête, mais c'est plus au niveau des émotions négatives. La dépression, vraie maladie mentale, qui se prolonge au long terme et qui joue non pas seulement sur tes émotions, mais sur ton état, comme on l'a dit, physique et état d'esprit. Et la dépression, il y a des symptômes que tu n'as pas dans la déprime, tu vois. Que ce soit la perte de poids ou la prise de poids, que ce soit les palpitations cardiaques, que ce soit vraiment cet état d'esprit où tu peux avoir des pensées sombres, tu vois. Les insomnies, la perte d'énergie totale. Jamais en une simple déprime, tu vas perdre toute ton énergie, tu vas avoir des grosses insomnies, tu vas perdre ton appétit, perdre 15 kilos. Non. Et pour ça que dépression, directement, tu peux même pas parler déprime si ça fait seulement 1 ou 2 semaines que tu es déprimé. Il y en a qui sont quittés par leur copine ou par leur copain et qui disent « Oh là là, ça fait 3 semaines, je fais que pleurer, je suis en dépression. » Non, tu parles de dépression à partir du moment où tu as des énormes symptômes qui sont sur le long terme et pas sur quelques semaines. En tout cas, moi, pour pas prendre de termes trop complexes, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que c'est prouvé en tout cas. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé va mettre ça en Ouais, définition. Ouais. Non, c'est très très bien résumé. Ouais, Là, on a parlé justement de toutes ces épreuves qui t'ont forgé, et enfin, t'as une vraie expérience de vie, et tout ça t'a amené justement à créer On parle de tout. Ah, le coup de promo, vas-y, on met partout le on logo. parle de tout, let's go. Et toi, donc, t'as appris beaucoup de choses sur la santé mentale. On va faire un petit jeu. Ah, j'adore les jeux comme ça. Ça m'a... Sur la santé mentale, sur ton jugement sur la santé mentale. Là, on en parlait juste ici. Donc, on va te poser des questions. Et toi, tu dois juste répondre par oui ou par non. J'aime bien. Ah, j'adore. Let's go. Plus dur maintenant. Là, il y a un autre mec qui arrive et je dois gagner son amour. Ouais. C'est bon. Là, tu vas toi t'aimer. Ah, Crois-tu en l'amitié, fille garçon? Non, du coup, ready? Ready. T'es sûr? Ok. Les jeunes sont devenus faibles. Non. Les psys, c'est pour les fous. Non. La jeune génération parle plus de sa santé mentale. Oui. Les Français sont assez éduqués sur la santé mentale. Bah non. On devrait avoir un cours sur le développement personnel au lycée. Ah, carrément.
Les jeunes ont plus de mal à passer du temps seuls que leurs grands-parents. Eh oui. Et enfin, la santé mentale est plus importante que la santé physique. Je dirais que oui. Tu penses que c'est dû à quoi ça, le fait que les jeunes aujourd'hui ils ont plus du mal à passer du temps seul? Ouais, pour moi, ça vient principalement. Non, je rigole, qui prend du temps pour réfléchir. Non, comment ça se fait qu'ils ont. Ouais, c'est notre génération où aujourd'hui on est tellement connecté aux écrans, aux réseaux sociaux, tout va très vite. Pour moi, ça vient de la société de consommation, tu vois, où tu es habitué à tac, 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 tout le temps dans l'hyperactivité. Et si on prend Paris, je sais pas, un Parisien, c'est quoi? Il va au travail, métro, boulot, dodo, et en fait, il n'y a jamais un environnement où il est seul. Il est dans son entreprise avec plein de gens, où il est en télétravail, il fait un Teams avec 10 personnes à la fois. Et sur son téléphone, il voit des gens toute la journée, il slide. Et en fait, tu es tout le temps connecté, soit virtuellement à des gens, soit au travail à des gens. Le seul moment où tu les passes, c'est quand tu dors. Et je pense que tu rêves aussi à des gens. Et ouais, on est habitué à avoir une copine, à être sur notre téléphone, à faire des activités physiques entouré de gens à la salle. Et il n'y a jamais des moments qu'on prend pour nous, tranquillement, lire un livre, méditer, aller faire un footing solo, faire du vélo, tu connais. Et je pense que c'est simplement la société qui a un peu changé. C'était déjà à l'époque, à mon avis, mais ça a bien évolué. Je trouve ouais, excuse-moi, je te coupe, mais je trouve qu'il y a aussi un côté de surcomparaison aussi tout le temps. Ouais. Vu que maintenant tout le monde, comme tu le disais, par rapport aux réseaux sociaux, on a tendance à énormément se comparer. Il y a ce côté aussi qui rentre en jeu, je trouve en tout cas, de se comparer. Donc forcément, il faut qu'on fasse vite pour aussi arriver au même statut, on va dire, de réussite que les autres. Ah ouais. Donc on n'a pas envie de perdre le temps, d'être seul et de chiller, etc. On a envie de faire. Donc on traîne avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus de... Et en fait, on s'oublie indirectement, tu vois. C'est ça, ouais, c'est très bien dit. T'as vu, tu trouves pas que maintenant, quand on voit tous les jeunes sur les réseaux qui, à 25 ans, soi-disant, sont millionnaires et tout, ça met une pression de ouf. Ah non, mais à fond. Et je pense qu'en fait, on parle de faire. Et je pense qu'il y a même des gens qui se bloquent avec ça. Ou en fait, qui passent même pas dans le faire parce qu'ils se disent, en fait, moi, j'y arriverai jamais. Et il y a justement cet effet de comparaison qui peut baisser son estime de soi. Ah ouais. Et ça a un vrai impact aujourd'hui sur les jeunes. Ah, tu l'as bien dit, il n'y a même pas à faire tellement on anticipe. Et c'est là que l'anxiété, qui est différente du stress, c'est quand tu anticipes justement un problème qui n'existe même pas. Et ça te crée pas mal d'anxiété. Et du coup, au lieu d'agir, tu te dis, mais pourquoi? Parce que tu anticipes déjà le pire. Et du coup, ça te bloque et tu passes jamais à l'action. Et ouais, la comparaison, ça peut détruire pas mal de projets. Ouais. En tout cas, ça n'a pas détruit les tiens. Donc, ça. Et toi, comment tu fais? Tu te disais justement, par exemple, méditer. Moi, je sais que je médite beaucoup et ça m'apporte énormément. J'ai fait même une retraite méditative de 10 jours. Ça s'appelle Vipassana, où en fait, pendant 10 jours, tu médites 10 heures par jour. Tu te lèves à 4 heures, tu te couches à 22 heures. Moi, je me couchais un peu plus tard parce que j'avais un mec dans ma chambre qui dormait. En fait, t'as même pas le droit de parler aux gens. Ouais. Et donc, il ronflait et je pouvais même pas le bouger pour c'est lui silencieux. dire. Même pas un bonjour, même pas un... Rien T'as du pas le tout. droit de lire, t'as pas le droit de regarder T'as pas ton téléphone. T'as pas ton téléphone. Et... Ça fait très secte là. Ouais, Mais vraiment. pourtant, c'est pas le cas. Hein, mais... Non, mais c'est une méthode qui a été créée par le Bouddha il y a 2500 ans. La vache, ce que tu imagines, il y a un incendie, t'as même pas le droit de crier, t'es là tout Ouais. le temps comme ça. Oh la vache, J'ai l'image en tête. Et ça serait hilarant. Enfin, non, du coup, mais. Et ça m'a énormément apporté. Toi, comment tu fais pour passer du temps seul? Ouais. Eh ben, c'est drôle, tu vois, je disais méditer. Moi, j'ai ma sorte de méditation. Toi, tu médites vraiment en mode respiration, calme, la méditation. Ouais. C'est ça, en silence. En silence. Moi, j'adore marcher. Malheureusement, Paris, c'est pas le meilleur endroit, mais tous les jours, là, par exemple, j'ai la trotte. Je pense que je vais la poser quand je vais rentrer. Et je marche une demi-heure minimum après le taf. Écouteur à fond. Pas forcément de la musique relax, hein, du rap, de la musique épique, tout. Je marche et je laisse passer mes pensées. J'essaie de penser à des choses bienveillantes, beaucoup de visualisation. Je pense à des choses légères ou profondes. Et la marche, beaucoup. Et le tennis, finalement, on a un peu cette forme de méditation, d'hypnose. Quand on joue au tennis, on pense plus à rien. Je vide ma tête. Et moi, on va dire que c'est les deux choses, la marche et le tennis, qui me font ma méditation. Tu penses au revers de Roger Federer. Ah, Ok. Je comprends. Et je crois que t'as une copine en ce moment, c'est ça? Ah là là, comment il peut mettre dans la merde Je sais pas s'il fallait en parler. Je disais, tout se passe bien pour le moment. Non, je sais pas si tu veux en parler de la partie amoureuse. Oui, bien sûr. Il y a des relations où en fait on peut très vite se renfermer dans la relation. Toi, t'arrives quand même à garder des moments. Tu vas planter un couteau dans le dos avec la copine. Je retiens là. Je rigole. Ouais, aujourd'hui, j'ai une copine, ça fait quelques mois. Et j'avais beaucoup de mal à en parler, justement par rapport à différentes peurs. Bon, aujourd'hui, je peux le dire, tu vois, là, je suis très heureux avec elle. Et est-ce que tu peux me répéter la question parce qu'elle est hyper intéressante? Ouais, c'est comment. Enfin, est-ce que tu arrives à
passer du temps seul quand même, à trouver des moments seuls, malgré le fait qu'aujourd'hui t'es une. Bah ouais, tu vois, ce qui est drôle, et heureusement elle arrive à le comprendre, c'est que moi, en couple, je suis pas du tout quelqu'un qui passe énormément de temps avec la personne. Je vais être totalement relié avec elle. Un coup de fil, elle a besoin d'aide, je suis là. Du soutien mental pour ses projets pro, je suis là. N'importe quel problème perso, on sait qu'on est là l'un pour l'autre. Quand on va être ensemble, on va vraiment être ensemble. Téléphone, on l'oublie pendant 24 heures. Mais pour être honnête, je la vois 1 à 2 fois par semaine maximum. Maximum. Et ça, heureusement, elle le comprend. Donc ouais, je suis quelqu'un de autant aujourd'hui extraverti que solitaire. Et je pense que ça peut fonctionner en couple si la personne le comprend. Parce que de base, elle est pas du tout. Elle est vraiment, quand le peu qu'elle était en couple, elle était vraiment collée à la personne. Très câlin, très tactile, tout le temps collée. Et de lui dire, à la semaine prochaine, on se voit dimanche prochain. Tant qu'elle le vit bien, c'est le Ouais, principal. Voilà. Hein. Elle a appris à le vivre. Ouais. Elle va rigoler en nous écoutant, elle va dire, ah, le bâtard. Non, mais j'ai un peu le même sujet aujourd'hui où moi je suis quelqu'un qui de base est très solitaire, où mes amis peuvent dire que ouais, t'es extraverti à certains moments, où moi je suis quelqu'un quand même d'assez posé. Et j'ai besoin de ces moments seuls. Ouais. Et moi je vis avec ma copine. Et j'ai quand même besoin d'avoir des moments seuls. Comment tu fais alors, comme tu vis avec elle? Ça peut être aller marcher tout seul. Faire ça du peut vélo. Faire du vélo. Mm. Ça va être aller à la salle tout seul. C'est passer des moments comme ça tout seul. Parce que j'ai besoin de ça. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent très vite se renfermer dans ces relations. Et ça peut très vite devenir toxique aussi. Trop important, bien sûr. Là, ouais, le côté, en fait, c'est le seul moment où aussi tu penses par toi-même. Souvent, quand t'es en copine, tu vis en coloc ou par exemple avec ta meuf, ouais, vous allez penser à deux. Là, c'est vraiment un moment pour toi. Ouais. Toi, les amours? Moi, il n'y a pas d'amour, mais par contre, c'est une belle question parce que du coup, moi, vu que j'ai une très faible, depuis mon harcèlement scolaire, une très faible estime de moi et une très faible confiance en moi, j'essaie de trouver, étant donné que du coup, j'ai pas, entre guillemets, pour l'instant, de personne avec qui le partager, etc. Mais je galère quand même à trouver des moments justement où je suis seul avec moi. Ah ouais? Donc, je suis en recherche active de ouf pour une activité sportive. Avant, j'étais très sportif, maintenant, je le suis beaucoup moins. Et en fait, c'est ce qui m'aide à justement me consacrer des moments seuls, sans justement, comme on parlait de comparaison tout à l'heure. Sinon, je suis toujours sur les réseaux, toujours à me comparer, toujours oh si, ça. J'ai mon côté un peu toujours des idées à gauche, à droite, etc. Et en fait, je trouve des petites astuces. Alors là, par exemple, je teste mon premier cours de boxe lundi prochain. Mais non, boxe on anglaise. verra bien. Je sais même pas ce que. Moi, je commençais la boxe boxe française. Non, je crois que Ah, mais c'est moi j'ai commencé la boxe anglaise. Moi j'ai une tendinite au poignet. on va plus aller au même club là, vous allez me dire. je crois que c'est boxe française, Ok. je crois. Mais j'ai trouvé d'autres assets justement à la solitude pour adorer ma propre présence. C'est typiquement être dans un endroit qui me plaît. Donc mon appart, je suis en train de le pimper comme moi je veux, en mode vraiment safe place, tu vois. Important, ça. Des choses comme ça. Et puis finalement, comme on parlait avec une très bonne amie à nous, une psychothérapeute, qui me disait justement, programme-toi dans ton agenda des moments avec toi-même. Ça peut être du coup la séance de sport ou alors séance de méditation, comme on le disait. Et du coup, je suis en train de mettre en place ça pour du coup déjà apprécier ma propre présence à moi avant d'être toujours avec les autres, ce que j'adore, tu vois, j'aime trop rencontrer les gens, je suis un peu fou, là je suis un peu sérieux, nanana et tout, mais en vrai je suis complètement zinzin. C'est un grand malade. Moi il me fait peur. Mais tu vois, et justement, et ça rentre, je dévie un tout petit peu du sujet, mais dans le sens où vu que j'aime pas trop ma propre présence en tant que moi, Tanguy Genet, typiquement j'ai du mal à trouver mon personal branding à travers les réseaux sociaux par exemple. Ouais. Je galère parce que je sais que je suis quelqu'un d'extraverti de fou, que je suis un peu what the fuck par rapport à tout, etc. Mais que je suis sérieux quand il faut l'être, tu vois. Mais j'ai besoin de retrouver un cadre où je retrouve un peu justement l'enfant que j'étais. Trop important. Pour du coup essayer de m'apprécier. Donc il y a ce côté en effet couple que je comprends totalement et que je respecte et que je pense que j'agirais un peu comme vous, où il faudrait que je m'implique, il faudrait que je me trouve en fait tout simplement un moment où je vais être avec ma copine. Mais en tout cas, vu que là pour l'instant je suis seul, ou même pour les personnes qui nous regardent qui sont seules, qui ont ni copain ni copine, trouver, en tout cas mettre un point dans leur agenda, dans leur truc, un point où t'es seul, t'es bien avec toi, pour déjà t'apprécier toi avant d'être potentiellement aimé par d'autres. de fou, Et tu vois, pour bien l'instant, sûr. je suis au début de la montagne, hein. Je suis vraiment loin d'être en haut. Mais c'est un travail long terme, puis on va aller au plus haut. C'est ça le média, le nom du média. Tiens, au plus haut média. Mais d'ailleurs, en parlant de médias, toi, t'es aussi là aujourd'hui parce que t'es hyper impliqué dans tout ce qui est santé mentale. Et nous, on est les premiers justement à pousser ça et on estime que c'est un sujet hyper important.
Est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu fais pour la Vraiment. santé En tout mentale? cas, les gars, bravo, parce que là, il y a une bonne énergie. Je vois là, c'est une très bonne énergie, chapeau. Hein. Je le dis Pour en ça, plein milieu il du y a- truc, mais merci. Il n'y a c'est pas cool. de concurrence dans la santé Voilà. mentale. Ah non, mais pour nous, c'est une cause commune, enfin commune. Désolé, Madame François, prof de français au collège. Enfin, on a vraiment envie de porter ce message. Toi, c'est quoi le message justement que tu as envie de pousser sur la santé mentale? Et ouais, tu vois, ce média, il est né pour faire passer un message. On s'en fout de l'argent qui rentre, on s'en fout du nombre de personnes que ça va toucher. Le message du média, il est clair, c'est la parole, c'est le plus grand médicament au monde. Et viens parler de tes épreuves de vie, tu vas voir que ça fait énormément de bien. Et le média, il est né pour ça de base, où je réunissais 4 potes, 4 membres de la famille, 4 inconnus. Tu venais autour du plateau, et avec un animateur plutôt beau gosse et marrant, le but c'était de faire parler tout le monde, et de faire, regarde ton voisin là qui est à 1 mètre de toi, il a vécu pareil que toi. Et ben je te jure, essaye de lui raconter ton anecdote. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques jours, tu auras une épine qui va partir. Et imagine que tu fais ça tous les jours avec des inconnus, avec ta famille, avec tes potes. Tu vas tellement faire évacuer toutes les épines de ton corps. Ouais. Donc le média, il est né pour ça. Aujourd'hui, il est bien développé, ça se passe bien. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Et on croise les doigts. Hein. Là, il y a des belles personnes à Ouais. venir. On va voir. bien. Incroyable, Bah ouais. ouvrir les sujets au maximum. Ouais. Trop bien, trop cool. Toi, c'est quoi le témoignage qui t'a le plus marqué? C'est drôle ça, tu vois, on me demande souvent. Et moi, c'est un témoignage qui m'a marqué personnellement, tu vois. Notre génération, t'es un peu plus jeune, toi. Ah ouais. Bah moi, Gen Z, moi. Gen Moi, Z, j'ai ok. 24 ans. Mais je crois qu'on est pile entre... Moi, Ouais, j'ai mais... 24, 25. Ouais, mais je crois que C'est justement... 29. Ouais, Mm. ouais, bah t'es Gen Y, Mm. normalement. Ouais, je crois que j'ai Et l'âge. nous, on est Z, Ah, ok. je crois. Bon. Fait mon mémoire dessus en école de Bah, moi, en gros, un témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'est Cindy, une jeune fille de mon âge, elle a 29 ans aujourd'hui. Elle était ancienne chanteuse avec La Fouine, Team BS, ça s'appelait, un groupe de rap plutôt connu à l'époque. Et là, la voir, donc tout le monde était habitué à la voir à la télé, la jolie fille qui chante avec les rappeurs, argent, la musique, le show. Et là, elle racontait toute la période où elle a failli se suicider, dépression, médicaments, où ce qui la faisait tenir, c'est sa grand-mère. J'ai l'interview en tête. Ah, J'ai là, regardé. Et c'est ça qui m'a marqué, pas forcément dans le sens conseil, elle apportait des bons conseils, mais dans le sens, waouh, en fait, la santé mentale, tous ceux que tu regardais à la télé ou que tu regardes actuellement et qui ont l'air pétés de thunes, heureux, entourés avec plein de potes, méfie-toi, mon frérot, méfie-toi, ma sœurette, parce qu'au final, c'est peut-être les plus malheureux. Et qu'aujourd'hui, il y a le fait de fermer sa bouche, il y a le maquillage, il y a la télé, il y a les réseaux, et ça peut totalement te voiler la face, et une personne qui est malheureuse peut paraître tellement heureuse. Donc ouais, ça m'a montré que la santé mentale, tout le monde était concerné, et finalement, c'est celui qui a le plus grand sourire qui peut être le plus malheureux. Et ouais, il m'a bien impacté ce témoignage de dire, ouais, Joe, elle a ton âge, elle a pas forcément vécu la même chose que toi, mais elle aussi, elle a fait semblant pas mal de fois. Quoi. D'ailleurs, Ouais, c'est je beau. veux juste mettre C'est le magnifique, point. c'est magnifique, Ouais, c'est c'est incroyable. magnifique, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux juste mettre le point sur un truc, un préjugé qui existe tellement. Tout le monde pense, et je le vois encore avec mes potes, tout le monde pense que, par exemple, typiquement, si on prend la maladie mentale de la dépression, Ouais. tout le monde pense que quand tu es en dépression, tu dois forcément pleurer. Alors qu'il y a plein de personnes qui sont en dépression, et je parle pas de déprime, qui mais rigolent toute la journée, qui sont, et c'est surtout après. Est-ce que c'était ton cas Bah ouais, non, moi j'ai pleuré très peu de fois, Ouais. à part peut-être le jour de l'enterrement et tout. Après, on dit que le corps, il a un mécanisme de défense Mhm. qui est propre à chacun. Il y en a, c'est le pleur, il y en a, c'est le rire, pour être dans le déni. C'est une période aussi, c'est une étape du deuil, tu vois, le déni. Et non, moi je dirais que chacun évacue la douleur comme il le souhaite. Il y en a, c'est la colère, d'autres la tristesse, et d'autres, je pense qu'on peut évacuer à travers le rire aussi, qu'il soit forcé ou pas. Peut-être qu'un rire comme ça peut évacuer de la douleur, tu vois, d'une certaine manière. Tu montres, ou inconsciemment, que tu fais semblant, et que, ouais. Donc pour moi, t'es pas obligé de pleurer. Je sais pas si vous pleurez, vous. Très très peu. Je pense que là, je dirais pas que sur les doigts d'une main, mais j'ai une autre manière de le sortir. Je sais pas, j'arrive pas à pleurer. Ouais, Récemment, si là j'ai pleuré pour des causes familiales parce que ça m'a porté, et même moi j'ai eu un peu un effet de choc. T'as eu un trop plein. Ouais, j'ai eu un trop plein, et je pense que c'est aussi ça. En fait, je pleure tellement jamais que ça monte jusqu'à un moment où où ça pète, quoi. Et je me souviens que même moi, alors que faut l'assumer, mais je suis sorti et je suis allé dans mon coin, j'avais besoin de régler ça tout seul. Ouais. Et, Ah ouais. et puis j'avais les larmes, j'étais pas bien, mais Ouais. ça m'a fait Ça fait du bien, de quand même, le ouais. sortir. Ouais. C'est vrai, le corps, il évacue comme il peut. Hein. Justement, moi, je me plains tout le temps de pas assez pleurer, alors que j'aimerais des fois beaucoup plus pleurer. Mhm. Je trouve que ça libère tellement de choses. Mhm. Genre, le nombre de fois où je pleure, donc je pense que je pleure beaucoup plus que, je sais pas toi, Joseph, mais je pleure beaucoup plus que toi. En soi, il y a une comparaison, attention, hein. Mais dans le sens où je sais qu'à chaque fois que j'ai fini de pleurer,
je me sens mais tellement mieux. Là, ouais. Mais peu importe, hein, ça peut être une nouvelle méga négative, une nouvelle méga positive. Bon, du coup, si c'est positif, c'est plus de la joie de vivre, etc. Mais dans le pleur, on va dire triste, à chaque fois, je me sens mais tellement mieux. Comme si une partie du problème était déjà partie, tu vois. C'est ça. Donc, moi, en général, quand je veux pleurer, je me cache pas de pleurer, entre guillemets. Je sais que c'est très complexe, même de pleurer devant les autres. Et tu pourrais pleurer devant ta future meuf, par exemple? Ah ouais. Non, mais moi, alors, je veux vraiment, mais même devant Paul, si à un moment ça va pas, etc., je le vois tout le temps H24, beau, ça va pas, mais en fait, je l'ai beaucoup fait avant. Mais maintenant, je me verrais pas me stopper de pleurer si j'ai vraiment envie de pleurer. Je comprends qu'il y ait encore ce blâme un peu, entre guillemets, de « Oh, tu vois quelqu'un de pleurer, il faut absolument apporter son aide à quelqu'un qui pleure. Mais il y a ce truc au fond où justement les gens ne doivent pas se sentir concernés en mode « Oh, mon pauvre » et tout. Mais plus, ok, c'est juste une réaction humaine, logique. Et c'est trop bien de pleurer. Vraiment, je suis peut-être le plus, en tout cas moi, dans ma famille, le plus gros défenseur de pleurer. Il faut pleurer. Mais il faut pleurer. Enfin, c'est trop bien, émotionnellement parlant, c'est trop incroyable, tu vois. Ah, c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, donc du coup, je pense qu'on va conclure. Ouais. C'était fluide là. C'était si fluide. la pire transition ever. Bon, désolé, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mon Joseph. Ah ouais, c'était trop bien. Non, en vrai, après du coup tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais au petit Joseph qui du coup venait de perdre son père et qui souffrait de dépression? Là, je lui fais un petit message face caméra et tout, là. Comme tu veux. Moi, je dirais au petit Joseph ou à n'importe quelle personne, tu vois, qui va perdre un proche, que faut pas se voiler la face. Ça va faire mal. Tu vas peut-être en baver. Mais je vais lui jurer que cette douleur, elle a une fin. Et ça, il faut y penser. Elle a une fin, dans le sens positif. Et que c'est un apprentissage de malade. Et que finalement, cette épreuve, elle va ouvrir beaucoup d'opportunités, beaucoup de rencontres qu'elle aurait jamais ouvertes si elle n'avait pas eu lieu. Et que, ok, ça arrive maintenant, peut-être que tu penses que ça arrive trop tôt, mais il n'y a pas de bon moment, tout arrive pour une raison, et que t'inquiète, il y aura du monde pour toi, que tu le veuilles ou non. Et si tu penses qu'il n'y a personne pour toi là, à ce moment-là, il y a des gens qui vont venir t'aider. Donc te cache pas, t'isole pas, n'aie pas peur de pleurer, et tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Trop bien. Incroyable. On te laisse le mot de la fin. Mot de la fin? Les gars, merci déjà beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, One. Enfin, vrai kiff, hein. C'était un vrai plaisir. Ouais, on a passé un trop bon moment. Malgré ma pire transition. Oh non, on va t'apprendre ça. Ouais, non, c'était incroyable. Très bel épisode. Ouais. Ça fait trop plaisir d'avoir même ce lien avec la santé mentale. Et oui, qui, je pense, est né finalement. Ce thème existe du fait de relier tout le monde ensemble. Donc je pense qu'on est en plein dedans. C'est top. Et moi, comme je l'ai dit, il y a zéro concurrence. C'est un milieu où il y a tellement de personnes à aider. Moi, les seuls gens qui me posent problème, c'est les gens qui le font pour un effet de mode et pas pour un effet de cœur. Et il y en a, hein, j'en vois beaucoup. C'est un autre sujet. Et merci encore à vous. La santé mentale, pour reprendre la question, est-ce que c'est plus important que la santé physique? Pour moi, c'est kiff-kiff. Mais il n'y avait pas le droit. Je voulais pas de joker. T'as joué le jeu. J'ai joué le jeu. Et merci encore à vous. Pour tous les gens qui nous regardent, prenez soin de vous. J'espère que ces deux beaux gosses, 3 peut-être, vous ont aidé en tout cas à mieux comprendre certaines choses. Et hâte de vous recroiser. J'espère qu'on va se retrouver tout en haut. Ah, ça, de ouf. Merci Joseph. beaucoup. Et merci à vous d'avoir été là. Et puis à la prochaine. Ciao.